Bonjour, aujourd'hui on prend un grand bol d'air frais, direction la forêt de Sarralbe, cet univers fascinant où chaque arbre, chaque plante, chaque bruit raconte une histoire. J'ai à cette occasion enfilé mes chaussures de marche. Hop là, c'est parti pour une balade au cœur du vivant. Première étape aujourd'hui au cœur de l'arboretum. Mais avant de vous en dévoiler plus, rencontrons Marie-Morgane à quelques pas de là. Chers parents, aujourd'hui j'ai voyagé en Italie. Pourtant, je n'ai pas quitté l'arrondissement de Sarreguemines. Je me suis rendue au restaurant Intenso situé en zone piétonne. C'est Toninotto qui l'a créé il y a 9 ans. Il y revisite des saveurs italiennes. J'ai été baigné par ma maman qui cuisinait des bons plats voilà, à l'ancienne. Et puis en tant que gamin, j'étais là, accoudé sur la table, je regardais tout ce qu'elle faisait. Donc j'ai jamais voulu faire le métier parce que bon, c'était instinctif au final. Et puis voilà, et j'ai gardé ces recettes en mémoire. Et ma maman avait toujours ce côté très innovant de chercher des trucs, voilà, comme toutes les Italiennes, hein, ils ont ce côté, on ne sait pas, ça ne s'explique pas, c'est dans nos racines. Il est épaulé par un cuisinier et un apprenti, ainsi que par son fils Nelson et 2 serveurs en salle. Toninotto, lui, jongle entre la cuisine et la salle pour lier ses 2 passions, le contact social et la restauration. Et je suis un accro et surtout un intransigeant de toute la matière première qui doit être travaillée. J'adore travailler le produit, voilà, donc de le métamorphoser. Et puis c'est ça, c'est le plaisir qu'on prend surtout dans ce métier. Comme disent les Italiens, bon appétit et ciao à tutti. Ciao. Bonjour Michel Greff. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors on va commencer par te présenter un petit peu. Tu es naturaliste passionné et animateur nature. D'où te vient cette passion? Cette passion elle remonte à mon enfance, quand j'accompagnais mon père dans les champs, parce que mon père était exploitant agricole. Donc j'ai aidé mon père pour les travaux et j'étais donc en situation en pleine nature souvent pour aider. En moisson, à la fenaison. Et là, j'avais toute la nature autour de moi, en plein été, qui était exubérante, qui était fascinante pour moi. Et c'est comme ça qu'est venu cet amour pour la nature. Et ça t'a jamais quitté alors? Et ça ne me quittera jamais. Et au contraire, ça augmente. Alors tu organises des balades par le biais de l'Office du tourisme, hein, c'est comme ça que je t'ai contacté. Comment le grand public peut te contacter? Alors, nous avons fondé une association qui s'appelle Unis pour la Terre. Et nous sommes ouverts à toutes les personnes qui sont intéressées par la nature pour participer à nos événements et aussi pour devenir membre. Voilà. Et nous avons un site internet où on peut nous contacter. Hein. Ok, voilà. Et donc le nom du site internet c'est? Alors c'est Unis pour la Terre WordPress. Ok, voilà. Très bien. Et là, tu m'as donné rendez-vous devant le pavillon de chasse, hein, qui est remarquable. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, alors nous allons voir que Sarralbe est une terre de nature tout au long de notre interview. Et Sarralbe est aussi une terre d'histoire. Ici, nous avons le pavillon de chasse du baron de Schmidt, qui était le cousin de l'empereur d'Allemagne, après les années 1780. Et donc, vous avez même le blason de Sarralbe, avec les 2 cours d'eau et les 4 croix de Lorraine. Voilà. Et ce pavillon de chasse, donc, il est d'un style allemand, il est remarquable. Ok, ben merci pour toutes ces explications. On va aller maintenant rejoindre un autre acteur du secteur. Regardez. J'ai jamais personne dans la famille qui était dans le métier, donc c'est vraiment une passion qui est propre à moi-même. J'ai fait des gâteaux avec ma grand-mère qui habitait aussi avec mes parents et mes parents, donc on faisait beaucoup de gâteaux, des vieilles recettes, etc. Donc ça m'a tout de suite intéressé, et puis goûter, on va dire, un peu ces pâtes à cake et ces pâtes crues
avant cuisson. Donc voilà, quand on est enfant, on aime bien faire ça, ou les pâtes à spritz près de la... Et mon objectif, quand j'ai commencé mon apprentissage, c'était aussi vite que possible m'installer à mon propre compte. Un jour, j'étais à l'ordinateur, sur Le Bon Coin encore à l'époque, et je cherchais justement des fonds de commerce, et puis ma femme était derrière moi, et puis elle a vu ce que je faisais. Et en fait, elle qui faisait des études d'infirmière, elle était à l'IFSI. Et elle me dit, écoute, si tu veux t'installer, je te suis. Et en fait, celui-là, donc à Sarreguemines, rue Poincaré, c'était le coup de cœur. Et donc, on a repris cette affaire-là, et puis tout s'est enchaîné très vite. On est monté en puissance, un chiffre d'affaires en constante augmentation, avec le local ensuite à côté, qui était l'ancien tabac presse, qui s'est libéré 1 an après la reprise de la boulangerie. Je pense qu'en 13 ans, on a déjà accompli quelque chose de bien, et qu'on a pu faire aussi grâce à nos clients et nos salariés. Ce côté familier dans l'équipe, on travaille ensemble, la réussite d'une entreprise, c'est tout le monde, c'est pas que les gérants, c'est pas que le patron, c'est toute une équipe. Qu'est-ce qui m'attire? Alors déjà, le fait de toucher de la matière, de pouvoir transformer de la matière brute en des produits, on va dire, finis, faire plaisir aux clients avec des produits que nous-mêmes avons produits. Toujours cette fierté quand on voit le produit fini qui sort à peine du four, ou pour un pâtissier, quand on voit le produit fini qu'on ramène dans un comptoir, et quand on voit tout le comptoir qui est terminé, et avec toutes ces couleurs et toutes ces différentes crèmes, formes, sortes de pâtisserie, enfin, c'est vraiment une fierté qu'on peut avoir tous les jours, tout le temps encore l'envie d'aller plus loin, de continuer de développer, de continuer à faire de nouveaux produits. Je veux autant que possible défendre le métier, l'artisanat, la boulangerie-pâtisserie artisanale. En fait, la boulangerie, ça peut paraître très simple, c'est juste mélanger dans la tête peut-être de beaucoup de gens, c'est juste mélanger de la farine, de l'eau, du sel, de la levure et du levain. Mais sauf que c'est pas que ça, c'est un métier très vivant on doit adapter en fait nos recettes suivant les farines qu'on utilise, suivant le temps, il fait chaud, il fait froid, suivant la production qu'on a à faire, les quantités. Alors le soutien bien sûr de la famille qui est très 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 important. Ils voient aussi comment est-ce qu'on s'investit autant pour notre entreprise, pour nos salariés, et pour la profession en général. Donc des fois ils se disent aussi mais comment est-ce qu'ils font? Mais en fait tout se décrit par la passion qu'on a justement et pour le métier et pour notre entreprise, parce que l'entreprise pour nous, en fait c'est toute notre vie, c'est ce qui nous fait vivre. C'est toute une famille en fait, autant notre propre réelle famille que la famille qu'on a formée entre guillemets, la famille boulangère. Voilà, c'est toute une aventure extraordinaire et pas de regrets. Toujours rester positif, c'est sûr que des fois il y a des moments qui sont un peu moins faciles que d'autres. On reste des êtres humains des fois, la fatigue est là aussi, autant psychologique que physique. La règle d'or, toujours positif. Alors lors de tes balades, tu nous fais aussi découvrir les plantes médicinales et comestibles. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-unes? Bien sûr, avec plaisir. En ce moment, c'est la floraison de la reine des prés. C'est une plante médicinale notoire. D'accord. C'est une aspirine naturelle. Okay. Elle a les mêmes vertus d'aspirine, sans effet secondaire. Ok. Et comment est-ce qu'on la transforme? Alors si moi je vais l'accueillir maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Il faut récolter les fleurs et vous faites des tisanes. Ah, des tisanes. Et vous consommez plusieurs tisanes par jour. Okay. Et vous avez les effets de l'aspirine, mais à long terme. Il faut en prendre pendant un certain temps. Et il n'y a pas l'action brutale comme avec le médicament, mais il n'y a pas d'effet secondaire. Et est-ce qu'il faut la faire sécher alors avant? Non, on prend les fleurs fraîches. Mais après, on peut les sécher pour en avoir pour le restant de l'année. Et comment pas se tromper, comment la reconnaître et ne pas prendre une plante qui pourrait être nocive pour la santé? Vous n'avez même pas besoin des yeux. D'accord. Rien qu'à son parfum, vous la reconnaissez. Elle a un parfum extraordinaire et qu'on sent même à distance. Parce que souvent, ce sont des peuplements de nombreuses fleurs et on la sent à distance et c'est un parfum envoûtant. Et d'ailleurs, la plante dégage 3 parfums. Celui de la fleur, celui de
des feuilles et celui de la plante séchée. Ok. Et tu m'as parlé aussi d'une autre plante, quelle est-elle? La valériane, qui est également une plante médicinale notoire et qui fleurit aussi ici, juste à côté, qui est aussi très importante. Elle équilibre le système nerveux. Et pareil, en tisane, on peut la consommer également? En décoction à partir des rhizomes. D'accord, ok. Tu peux m'expliquer un peu plus les rhizomes, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Ce sont les tiges souterraines. D'accord. Donc là, une infusion ne suffit pas pour extraire les principes actifs Ok. parce que c'est dur, c'est coriace, Ok. comme l'écorce. Hein. Et là, il faut faire bouillir l'eau et laisser la plante, les rhizomes, 10 minutes dans l'eau bouillante. D'accord. Voilà. Ok. Et ensuite, on filtre et on laisse refroidir un peu et on peut boire. Ok, bon, c'est toute une recette, hein. C'est pas forcément si simple que ça. Et alors, sur ces plantes, on a vu, il y a des papillons qui se posaient dessus. Et toi, tu es un grand amateur de papillons, tu peux m'en dire plus? Et comment reconnaître les mâles des femelles? Parce que ça, tu me l'as dit aussi hors antenne. Ah, ça dépend des espèces. Il y a des espèces qui ont un dimorphisme important entre les sexes, Oui. entre mâles et femelles, et d'autres qui ont très peu de différence. Il faut une loupe ou une binoculaire pour séparer les mâles et les femelles. Et là, on a vu ce matin, on a eu beaucoup de chance, le tabac d'Espagne qui butinait une fleur de valériane. C'est celui qui est orange, hein, c'est qui ça? est orange, qui est très grand. Et on distingue les mâles parce qu'ils ont des écailles spéciales qui sont en forme de traits noirs et qui sont odoriférants, qui dégagent un parfum pour les femelles, pour les attirer et les exciter. Il y avait également un autre papillon, un plus petit, un noir, juste à côté. Dis-moi en plus. Alors, ça, c'est un papillon aussi qui est devenu très rare, que je vois rarement actuellement, peut-être plusieurs fois dans l'année. Et ce papillon s'appelle la carte géographique. Il était en même temps sur la même fleur que le tabac d'Espagne, avant, en train de butiner. Le tabac d'Espagne, la carte géographique, parce que sous ses ailes, il y a des dessins réticulés qui font penser à une carte géographique. D'accord, ok. D'où son nom. Bah, merci pour toutes ces explications. Je vais être un peu plus attentive maintenant lors de mes balades en forêt. Et puis ça m'a donné aussi quelques petites idées de recettes. Et on va aller voir justement ce qu'on nous prépare en cuisine chez Mosaïque. Regardez. Coucou! Bonjour à tout le monde. Je vous présente aujourd'hui Lilou, mon arrière-petite-fille, et Louise, mon arrière-petite-fille, qui vient exprès de Paris pour tourner l'émission. Alors, on va faire un tiramisu. Pour cela, il faut 6 gros œufs, 200 g de sucre roux, 2 sachets de sucre vanillé, 500 g de mascarpone, 24 biscuits à la cuillère, un demi-litre de café très fort et non sucré. Et après 30 g de cacao pour saupoudrer pour qu'il ait une belle allure. Je casse les œufs. Voilà. Maintenant, je vais battre les blancs en neige. On met le blanc en neige dans le frigo. Maintenant, je vais battre les jaunes d'œufs avec le sucre roux et le sucre vanillé. Mais toujours pas vite là. Ça va déjà la bouche. Mais non, faut pas se boucher les oreilles. Mais non. Ça va. Maintenant, je vais rajouter la mascarpone.
beaucoup, hein. C'est pour ça qu'on a choisi un grand bol. Je rajoute la mascarpone avec les jaunes d'œufs battus en mousse. Voilà, c'est fini. Je rajoute le blanc d'œuf à la masse. Oh là là, ça fait beaucoup. Hein. Oui, pour un petit bol comme ça, c'est sûr que ça fait beaucoup. Et je mélange. Voilà. Maintenant, on va mettre une couche de biscuits trempés dans du café fort et une couche de crème en alternance jusqu'à épuisement. Je mets une couche de crème et après de nouveau une couche de biscuit et je termine par la crème avec du cacao au-dessus. Voilà. Maintenant, je vais le saupoudrer avec un peu de cacao. Et hop là! Voilà les filles, notre tiramisu est terminé. Il faut le mettre 3 à 4 heures au frigo et après vous pourrez vous régaler. Oui. Merci beaucoup. Gros bisous. Gros bisous. Mouah. Mouah. On entend souvent dire que les arbres ont une énergie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, tous les êtres vivants dégagent un champ électromagnétique, des ondes électromagnétiques autour d'eux, tous les êtres vivants. Et les arbres aussi. Ce qu'il y a, c'est que les arbres sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous, sur cette planète. Ce sont un peu comme nos grands frères. Et ils font du bien à notre santé. Ils sont importants pour nous. Et on n'en a pas conscience, mais c'est une réalité. Ok, et comment est-ce qu'ils nous font du bien alors? Alors, donc en fait, nous aussi, donc, nous sommes aussi des êtres vivants. Nous émanons aussi, nous dégageons aussi des ondes électromagnétiques. Et ces ondes électromagnétiques que nous dégageons rentrent en résonance avec celles émises par certains arbres, ou par tous les arbres. Et cette résonance, elle a un effet sur nous, sur notre santé. Et après, ça dépend de chaque espèce d'arbre, dont l'influence est différente suivant l'espèce. Ouais, justement, est-ce qu'il y a des espèces d'arbres à privilégier ou au contraire à éviter? Tout à fait. Il y a des arbres qui ont une influence positive sur notre santé et d'autres qui ont des effets gênants. Comme lesquels par exemple? Pour les effets gênants. Ou positifs? Voilà. Alors on commence par les positifs. Il y a par exemple le chêne qui est très bénéfique au niveau énergétique pour notre santé. Et il agit sur beaucoup de nos organes parce que ces ondes électromagnétiques rentrent en résonance avec certains de nos organes. Et donc il a un effet sur ces organes qui est très positif parce que ces ondes électromagnétiques tournent dans le bon sens. C'est le sens de rotation d'extrogir. Et ça c'est bénéfique. Et ensuite cette espèce agit donc sur des organes particuliers. Et en plus, il a un effet plus important pour les enfants et pour les femmes. Ah bon, en plus? Voilà, c'est bien pour moi alors. Tout à fait. Et au contraire, qu'est-ce qu'il faut éviter comme espèce alors? Par exemple, le noyer. Oui. Vous savez, on dit souvent qu'il ne faut pas faire une sieste sous un noyer. Le noyer, lui, il a des ondes électromagnétiques qui tournent dans l'autre sens, dans le sens lévogir, vers la gauche. Ce sont comme des spirales, hein, les ondes électromagnétiques, ça tourne soit dans le sens vers la droite, soit vers la gauche.
Donc d'extrogir vers la droite, l'évogir vers la gauche, et ça c'est gênant pour nous. Ok. Et le noyer, et dans ce cas, il est gênant au niveau énergétique pour nous. Il y a aussi le laurier rose, le laurier cerise, le cyprès. D'accord. Voilà. Mais il n'y en a pas, c'est pas la majorité, c'est une petite minorité. Il y a aussi l'if, qui est d'ailleurs en plus très toxique. D'accord. Et avant, tu m'as fait aussi découvrir le séquoia. Tu m'as invité à lui donner un coup de poing. Explique-moi un petit peu pourquoi. Alors on reconnaît le séquoia au niveau sensoriel par le toucher. Parce qu'il a une écorce qui est spongieuse sur une grande épaisseur. Ça permet de protéger l'arbre face à la sécheresse, face aux attaques des prédateurs, des insectes, etc. Donc c'est comme une grosse éponge qui entoure le tronc de l'arbre. Donc quand on donne un petit coup de poing, ça rebondit. C'est spongieux, c'est doux, ça ne fait pas du tout mal. Alors que pour les autres écorces, du chêne, du hêtre, etc., dès qu'on tape un tout petit peu, déjà ça fait mal parce qu'on n'a pas beaucoup de peau sur la main pour amortir. Merci pour tout ça. Je te propose maintenant de changer un petit peu de décor et de découvrir l'histoire du jour. Pas de GI dans la Petite Amérique à Sarin-Smain. Ce nom vient de l'unique maison de ce quartier en 1868. Son propriétaire, Pierre Schmitt, était revenu d'Amérique, un pays auquel il resta très attaché. Lors de la construction de la voie ferrée, il créa une cantine à cet endroit et prit le nom de Klein America et plus tard de Petite Amérique. Lors du rattachement de ce quartier, autrefois sur le banc de Zétain à la commune de Sarin-Smain, la cantine donna son nom au quartier. La sylvothérapie, c'est quoi concrètement? Je suppose que c'est pas juste faire un câlin aux arbres. La sylvothérapie, ça se décline avec plusieurs thèmes. On a vu l'énergie des arbres avec un chêne. Et il y a aussi les bains de forêt. Et les bains de forêt, c'est pas seulement être dans n'importe quelle forêt, à n'importe quelle époque de l'année, durant une durée n'importe laquelle, etc. Non, c'est un protocole à respecter pour réaliser un bain de forêt et qu'il ait une incidence sur notre santé. Et ce protocole il a été défini par un chercheur japonais qui s'appelle le docteur King Lee et qui a fait des recherches au Japon par rapport aux effets des promenades en forêt sur notre santé. Parce qu'il a observé les gens au Japon qui ont traditionnellement envie de faire du sport dans la nature, qui se promènent souvent dans la nature. Et il observait que ces gens se sentaient bien, qu'ils avaient l'air plus heureux, plus en forme, après avoir fait du sport dans la nature, dans la forêt, qu'autrement. Et il s'est dit, mais est-ce qu'il y a vraiment une cause médicale à tout ça, ou c'est juste psycho-émotionnel? Alors il a fait deux groupes de personnes, un groupe qui allait se promener en ville, faire des études sur l'architecture de la ville, l'histoire, etc. Et la deuxième partie du groupe, l'autre moitié, il a envoyé en forêt un certain nombre d'heures, plusieurs jours de suite. Et après, il a fait des prélèvements d'urine et de sang. Et il a fait oui, c'est la seule façon de voir quel est l'état de santé de chaque personne. Et il a fait ses analyses et il a remarqué que pour les gens qui étaient allés en ville, il n'y avait aucun changement. Et pour les gens qui sont allés qui ont respecté ce protocole de plusieurs jours de promenade en forêt, un certain nombre d'heures, il y avait eu une augmentation très importante du nombre de lymphocytes, notamment les NK, les Natural Killers, qui s'attaquent aux anticorps. Et donc une augmentation de leur multiplication de ces lymphocytes très importante. Une augmentation aussi importante des protéines anti-cancer. Et aussi une chute des hormones du stress, l'adrénaline, la noradrénaline qui ont chuté. Donc ça, c'était déjà des résultats qui étaient vraiment spectaculaires.
Et voilà, et c'est le premier qui a révélé ces effets sur la santé du fait des promenades en forêt. Alors un bain de forêt, c'est une visite de loisirs, d'agrément d'un parc forestier où il y a des arbres, ça c'est obligé, qui émettent des substances qui s'appellent les phytoncides. D'accord. Et c'est quels arbres alors? Tous ces effets sur notre santé sont dus à ces substances. Ok. Ce sont des composés organiques volatiles qui sont Ok. émis par les arbres pour se protéger des parasites, de la sécheresse, etc. hein. Tous les facteurs qui mettent les arbres en danger. D'accord. Donc ces composés organiques volatiles s'appellent donc des phytoncides et sont émis par certains arbres. Donc au Japon, c'était 2 conifères qui émettaient ces substances. D'accord. Et nous, on n'a pas les mêmes arbres Oui, bah oui. qu'au Japon. D'accord. Donc en fait, nous, on en a aussi. Chez nous, le principal, c'est le hêtre. C'est pour ça qu'on est devant le hêtre. C'est le champion de l'émission des phytoncides. Il émet énormément de phytoncides. D'accord. Donc toutes les forêts où il y a des hêtres dedans, on peut faire Voilà, des bains de forêt. À partir du moment où il y a des feuilles. D'accord. Parce qu'il faut que ces substances sont synthétisées lors de la photosynthèse. D'accord. Et donc, il faut qu'il y ait des feuilles. Et il faut aussi qu'il fasse un minimum ensoleillé et chaud. Parce qu'il faut qu'il y ait de la photosynthèse. C'est dépendant de la photosynthèse. D'accord. Par contre, il y a d'autres arbres qui émettent aussi des phytoncides, mais à un degré moindre. Par exemple, des résineux qui, eux, arrivent à stocker les phytoncides. Donc là, il peut y avoir moins de lumière. On peut se promener dans ces forêts où il y a par exemple le pin sylvestre ou l'épicéa ou le sapin des Vosges. On peut s'y promener alors qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Il fait un temps très maussade. Mais comme ces arbres ont des réseaux, des canaux résinifères et des glandes qui stockent les phytoncides, bah après, ils les émettent tout au long de la journée, par beau temps comme par mauvais temps, sans arrêt. Bon, bah, c'est une véritable science, tout ça. Je pense qu'il y a des ouvrages qui documentent le sujet si on veut en savoir un petit peu plus. Voilà, je peux juste vous dire qu'il faut respecter un protocole, c'est-à-dire de faire des promenades 3 jours de suite. D'accord. Et avec un minimum de 10 à 12 heures en tout. 10 à 12 heures. Sur les 3 jours? Sur les 3 jours. D'accord, voilà. c'est beaucoup quand même, hein, mine de rien. C'est par exemple 2 heures le premier jour, 4 heures le deuxième, et ensuite de nouveau au moins 4 ou 6 heures. D'accord. Voilà, et il faut au minimum 2,5 km par marche. Oui, donc il faut faire des belles randonnées alors. Hein. Il y en a qui font ça en 2 jours ou une longue journée. Mais ceci dit, c'est peut-être beaucoup. Mais ensuite, d'après les recherches du Dr Kingley, on a les effets qui restent stables sur la santé. Tous les effets décrits et encore d'autres qui ont été découverts par la suite par les chercheurs du monde entier. Actuellement, il y a énormément de laboratoires qui travaillent sur ce sujet. Donc le Dr Kingley, ce qu'il a trouvé, c'était au tout début. Mais maintenant, on a trouvé beaucoup plus d'effets encore sur la santé, extraordinaire. Et ces effets durent pendant 1 mois. Ah, ok, d'accord. Donc on a les 3 jours, les 10 à 12 heures de randonnée. Et ensuite, c'est stable, tous les effets. Sur les protéines anti-cancer, sur le système immunitaire, les hormones du stress. Pendant 1 mois, ça reste pareil. Et 1 mois après, il faut refaire. Donc c'est à conseiller à tout le monde alors. Oui, que des bénéfices, effectivement. Alors en début d'émission, on t'a présenté. J'ai oublié de te demander si tu étais originaire du secteur. Alors j'habite à une commune, un village qui s'appelle Tantelin, qui se situe entre Forbach et Sarreguemines. Ok. Alors est-ce que tu parles le plate? Je parle le plate et je vais organiser pour notre association Unis pour la Terre une conférence sur le plate à la fin de l'année. Ah, en plus. Voilà. Et est-ce que tu aurais une expression en plate favorite à nous? Alors ma maman, elle connaissait énormément du dicton, elle avait une mémoire extraordinaire et elle connaissait énormément du dicton qui était formidable, qui disait les choses de façon tellement pertinente et juste et ça sonnait bien et qui était largement meilleur, je trouve, que les dictons français parfois. Oui, oui. Est-ce qu'il y en a une qui te revient là? Alors, j'ai pas préparé la question. Ah voilà, vraiment je suis pas prêt. Ça fait, ma mère est partie depuis 5 ans, donc je ne les entends plus, mais il faut que je travaille pour me remémorer un peu. Bah, peut-être que le dicton qu'on va te proposer aujourd'hui va te rappeler des souvenirs. Regardez.
Est-ce que vous arrivez à lire ça à haute voix? Non, je suis d'Arcachon. Alors, es rede immer vom Trinken, nie vom Durchschnitt. Alors, en français, on parle toujours d'humidité, mais on parle aussi de soif. Quelque chose comme ça. Se rede immer vom Trinken, nie vom Durst. Durst, quand on a soif, vom Durst. Ja, nie vom Durst. Et alors l'ensemble du dicton en français, c'est quoi? On parle toujours de la soif, mais on ne parle pas de boire. C'est ça? Se rede immer vom Trinken, aber nie vom Durst. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? On parle toujours de boire, mais jamais de la soif. Je sais de quoi on parle. Ben, c'est ça. Je fais partie du lot d'ailleurs. Je n'ai pas soif, mais je bois beaucoup. Alors quand on se balade en forêt, souvent on ne voit pas les animaux, on les entend surtout. Et justement là il y a plein d'oiseaux qu'on entend, est-ce que tu peux m'en dire plus? Bien sûr, avec plaisir. Là, ce qu'on entend, c'est le pinsson des arbres. D'accord. Et c'est un mâle qui chante. Il chante pourquoi? Le mâle du pinsson des arbres, c'est à la fois pour défendre son territoire par rapport aux autres mâles. Oui, pour attirer la femelle. Et pour attirer les femelles. Voilà. Donc ça a les deux fonctions. Et c'est la femelle qui va choisir le mâle qui chante le mieux, qui est le plus beau, qui a les plus belles couleurs. Qui a le plus beau plumage. Voilà, alors justement je voulais vous montrer. Oui. J'ai ramené un livre et souvent je ramène ce livre lors des animations. C'est un petit livre qui s'emmène facilement sur les oiseaux. D'accord. Et ici c'est la page consacrée au pinsson des arbres parce qu'on l'entend derrière nous mais on ne le voit pas. Et grâce au livre, je peux montrer. D'accord. Ah oui, il est très beau en plus. Il est de le mâle a toutes les couleurs. Vous voyez, le dessus de la tête est bleu-gris, le dessous du corps est rouge bordeaux, il y a du blanc, il y a du vert, du brun. Donc c'est un oiseau superbe pour le mâle. Oui. Et la femelle, elle, vous voyez, elle n'a pas de couleur vive. D'accord. Ah oui, elle est toute grise terne, et blanche. Plus terne, voilà. Ça, c'est dû au fait qu'il faut qu'elle, au contraire, qu'elle se cache quand elle couve sous le nid. Il ne faut pas qu'on la repère. Oui, pour pas qu'elle se fasse voler les œufs. Alors que le mâle, lui, il doit se montrer. Bien sûr, c'est un danger pour lui en même temps, parce qu'il se fait aussi repérer plus facilement par les prédateurs. Mais tout est équilibre. Hein. Il doit faire ça pour pouvoir former un couple et une famille. Mais ensuite, il faut aussi qu'il ait un territoire qui soit suffisant pour être choisi par la femelle. Et ce territoire doit pouvoir assurer la survie de toute la famille future qu'il va créer. D'accord. Et quels autres animaux, mis à part les oiseaux, on peut retrouver dans la forêt? Beaucoup d'insectes, comme on en a déjà vu, les papillons, d'autres insectes, les coléoptères, et ensuite les mammifères, bien sûr, les chevreuils, les sangliers, des martres, des blaireaux, des renards, des belettes, et ensuite des micro-mammifères, comme on les appelle, c'est-à-dire tous les petits rongeurs, les campagnols. Il y a tout un tas d'espèces de campagnols qui vivent dans la forêt et qui sont la nourriture de beaucoup d'animaux plus gros. D'accord. Et toi qui te balades souvent en forêt, parce que je pense que tu dois y passer des heures, est-ce que tu as déjà fait une rencontre surprenante? Par exemple, moi j'ai une amie qui s'est retrouvée nez à nez avec un sanglier. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé de voir passer les sangliers devant moi et effectivement, voilà, j'y reviens, j'y repense plutôt. J'étais il n'y a pas longtemps quand je préparais une animation le long de la Rosselle à Hambourg pour une série d'animations pour un collège Hambourg, et je faisais des photos le long de la Rosselle, j'essayais de voir ce qu'il y avait et je suis tombé nez à nez avec un marcassin. Un petit marcassin qui était devant moi. Alors d'abord il est parti un peu plus loin, je me suis rapproché et après il n'a plus bougé, j'ai pu le prendre en photo tout près. Mais il était tout seul, il était sans sa maman? Oui, il était tout seul, mais est-ce qu'il était déjà sevré ou bien est-ce que la mère attendait un peu plus loin? Je ne sais pas.
D'accord, Voilà. ok. Bah, c'est une belle histoire. Alors justement, Sandrine, on va aller la rejoindre et elle fait des petits quiz sur le territoire. Si elle faisait des quiz sur les animaux, oui, les oiseaux, je pense que tu serais incollable. Allons voir ce qu'elle nous a préparé aujourd'hui. Hop là, c'est l'heure de jouer et aujourd'hui je suis sur le marché de Bitche en compagnie de Mélanie. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai déjà une première question pour vous. Est-ce que vous habitez sur le secteur? Pas du tout. D'accord, mais est-ce que vous connaissez un tout petit peu les environs? Pas vraiment. D'accord. Bah, on va essayer, je vais essayer de trouver des questions qui sont assez simples et puis on va voir si l'histoire du secteur rayonne assez pour qu'on puisse le connaître aussi plus loin. Ce sera un moyen de le tester. Okay. Alors j'ai une première question pour vous, je vais vous montrer une photo et avec ça il y aura une question. Alors c'est quel village fut créé autour d'une cristallerie? Meisenthal. Alors presque, c'est juste à côté. C'est vrai que dans le bassin là-bas, ils sont un peu tous dans le pays du verre. Voilà, c'est Saint-Louis, plus précisément, c'est Saint-Louis. Et d'ailleurs, c'est la plus ancienne cristallerie de France. Je ne sais pas si vous le saviez. J'ai une deuxième question pour vous. C'est celle-ci, c'est juste une question, il n'y a pas d'image. Est-ce que vous savez quel est le site touristique du territoire, donc entre Sarreguemines Beach, qui accueille le plus de visiteurs chaque année? Une petite idée? Je vais vous donner un indice. On l'a en face de nous. Ben, ça tombe bien parce que je sais pas. C'est vrai? C'est la citadelle. La citadelle d'accord, de ok. Bitche. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez la visiter, un de ces quatre, c'est vraiment oui, pourquoi pas, ouais, bien sûr. un chouette monument à visiter. Et puis c'est un monument que quand on va à Bitche, on le voit n'importe où dans Bitche. C'est assez impressionnant. Et j'avais une dernière question. Du coup, est-ce que vous avez déjà découvert des choses, visité un petit peu des sites sur le territoire depuis que vous êtes là? Bah, du coup, vu que moi je suis de l'autre côté de notre forêt, des Vosges du Nord, de ce côté-là, oui, j'ai visité quand même quelques trucs. D'accord. Mais pas encore sur le territoire de Sarreguemines. Non. Regardez notre émission Hop là, ça vous donnera plein d'idées. Alors, avec plaisir. Et j'ai une dernière question pour vous, et après je vous embête plus. Il y a un stand derrière nous, c'est le vôtre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, moi, du coup, en fait, je suis thérapeute en santé et bien-être naturel. D'accord. Et du coup, je fais aussi les marchés pour vendre des produits en santé et bien-être naturel à base principalement d'huile essentielle. Ok. Et donc, du coup, tout naturel. Ok, c'est chouette, c'est bien. C'est encourageant aussi c'est ça, de se tourner vers ce type de produit. Et du coup, on peut vous retrouver tous les mercredis à Bitche? Pour le moment, oui. Ouais, ok. Eh bien, venez vite si vous êtes intéressés parce qu'elle ne restera pas longtemps. Il faut vous dépêcher. En tout cas, j'espère que je vous souhaite déjà bon courage et bonne chance pour tout ce que vous allez entreprendre. Merci. Et puis, je vous invite à venir visiter le marché de Bitche et vous pourrez retrouver Mélanie qui vous accueillera avec le sourire. Évidemment. Et puis, je vous dis à tous à la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Merci beaucoup Michel pour cette belle découverte. Je verrai sans doute la forêt d'un œil différent lors de mes prochaines séances de course à pied ou de balade. Je vais te laisser le mot de la fin. Qu'aimerais-tu que les gens retiennent de ces balades en forêt? Ce que j'aimerais, c'est que les gens ils retiennent le fait qu'à la base de tout ça, à la base de la phytothérapie, de la sylvothérapie, pardon, il y a le fait qu'on n'a plus assez de contact avec la nature. Il faut renouer avec la nature, il faut retrouver ce contact qui est là depuis nos origines et que nous perdons. Et c'est tout le contraire que nous faisons. Donc, ce que j'aimerais, c'est que les gens prennent le chemin de nouveau de ce lien avec la nature qui les entoure. D'accord, donc plus souvent, un peu plus de monde dans les forêts alors. Dans les forêts et dans les prés, et sur les sentiers, à travers les champs. Ok, merci beaucoup et puis peut-être à une prochaine alors. Avec plaisir, merci à vous. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et hop là!